Alors bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Morin. Ça me fait plaisir de nous retrouver encore une fois cette semaine pour toucher un sujet que tout le monde parle, un sujet chaud. Et pour cela, j'ai la chance d'avoir avec moi Jean-Christophe Jasmin. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Jean-Sébastien, ça va? Ça va super bien. Écoute, t'as vraiment un beau nom, Ah ouais, je je sais, trouve. hein? La sonorité de ce nom, ça coule sur les lèvres. Je pense que On- le seul autre que je connais qui a un nom aussi joli, c'est Jean-François Moquin. Oui, oui, Euh, oui. Fait qu'on se fait toujours intervertir dans nos noms. Et j'ai rencontré son fils dans un camp là, à la fin de l'été, Jean-Bastien. Fait que là, en tout cas, c'est des beaux noms. Alors, entre nous, on ne devrait pas se tromper. J'en profite, on enregistre le 31 octobre 2024. Donc, c'est la fête de la Réforme. Fait que bonne fête à toi, bonne fête à moi. Bonne fête. Et bonne fête à ceux qui nous écoutent. Donc, on célèbre 500 ans où Martin Luther a mis ses thèses sur la porte du château de Wittenberg pour remettre en question certains enseignements extra-bibliques que l'Église catholique avait placés. Bon, c'est pas notre sujet du jour, on pourrait en parler pendant longtemps. On va continuer à se réformer, on va continuer. Oui, Semper Reformanda, hein, toujours réformé par l'Écriture. Puis, mais écoute, tu détiens une maîtrise en sciences politiques de l'Université d'Ottawa, maîtrise en théologie de l'Université Acadia. Tu es quelqu'un, tu passes un peu partout sur divers podcasts ici et en Europe, sur des sujets relatifs à la foi, à la laïcité, comme à la foi et politique et tout ça. On est vraiment content de t'avoir pour réfléchir à un sujet chaud. L'Assemblée nationale n'arrêtait pas d'en parler cette semaine. Ça revient en cycle bien souvent. Est-ce qu'on devrait définancer les écoles privées confessionnelles? Est-ce qu'il devrait même y avoir des écoles privées confessionnelles au Québec? Est-ce qu'on devrait donc mettre la religion complètement à l'extérieur de la sphère publique? C'est des questions que tu t'intéresses beaucoup. Tu as un rôle, et peut-être tu peux nous en parler un peu de départ. Tu travailles entre autres, avec le REC, le Oui. Réseau évangélique québécois, et tu as un rôle, en fait, unique, du moins au Québec, puis tu es vraiment la bonne personne pour le faire. Peux-tu nous parler un peu et du REC et de ton rôle actuellement, Jean-Christophe? Oui, ben oui, écoutez, le REC, c'est le Réseau évangélique du Québec. C'est une organisation qui est née de la rencontre des différentes dénominations québécoises, là, suite en fait au gros événement Québec Espoir 2008. On le sait, là, il y a longtemps eu c'est pas des divisions, au moins une habitude de travailler de manière très séparée, en silo, entre les différentes dénominations québécoises. Suite à la pandémie, il y a eu aussi une réalisation du besoin des fois, non seulement de se faire confiance puis de travailler ensemble au niveau de l'évangélisation, mais aussi de travailler pour maintenir les conditions politiques et sociales qui nous permettent d'opérer en tant qu'Église, en tant que ministère. Dans le fond, on peut enlever le sable dans l'engrenage. Là, on se souvient, à une époque, on était rendu à fermer les églises aussi longtemps que les bars et tout. C'est ça, au lendemain de la pandémie, le REC s'est formalisé. Là, avant, c'était comme une rencontre régulière entre leaders dénominationnels. On est maintenant un organisme de charité avec des employés ou en tout cas des gens qui sont envoyés. On est un peu comme des missionnaires en détachement. Là. Donc moi, je travaille pour l'Union des Églises baptistes francophones, puis je suis le module politique de la station spatiale REC, si on veut. Et aussi, le réseau s'est ouvert non seulement aux dénominations, mais aux églises indépendantes, il y en a de plus en plus, puis aux ministères, aux différents ministères chrétiens qui opèrent dans la province de Québec. Et donc, moi, mon rôle en tant que directeur des affaires externes, ça a 3 volets. Le premier volet, c'est simplement la représentation des partenariats. Là. Des fois, quand on va aux rencontres des réseaux évangéliques canadiens, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de francophones là-bas. Là. J'étais là justement la semaine dernière à Toronto, puis je sais pas, sur 100 invités, on était 3 francophones. L'année d'avant, j'étais le seul. Donc, on cherche à représenter le champ de mission, l'Église québécoise, l'Église évangélique québécoise auprès d'organisations nationales ou internationales. C'est une petite partie de mon travail. Là. Les 2 autres volets se situent au niveau des relations publiques, donc parler aux médias. Quand il se passe de quoi par rapport à la religion, par rapport au milieu évangélique, souvent, ils ne savaient pas à quelle porte cogner. Donc, puis souvent, les gens faisaient soit de leur mieux pour répondre
où il s'est développé aussi un climat un peu de méfiance envers les milieux médiatiques suite à des enquêtes journalistiques qui étaient, on va se le dire, là, qui étaient pas conformes aux règles de déontologie auxquelles on devrait s'attendre des journalistes. Puis, et donc, c'est ça. Fait que c'est donc de parler aux médias pour représenter la communauté évangélique puis nos intérêts dans l'espace public. Puis, l'autre dimension, c'est une dimension plus politique. C'est vraiment de parler directement avec les pouvoirs publics, les autorités, que ce soit à parler avec des fonctionnaires ou des politiciens, ou parfois de faire comme Paul, puis de leur parler devant les tribunaux, c'est-à-dire coordonner des interventions judiciaires, puis dire, écoutez, gouvernement, vous avez pas le droit de faire ça parce qu'on est, nous aussi, citoyens québécois. Donc, parce qu'on est, voilà. souvent en tant qu'évangélique, on est souvent une drôle de bébite pour les gens. Ils ne comprennent pas trop. Souvent, on nous appelle dans les médias ou même le politique nous appelle les évangélistes. Oui. Et donc, fait que pendant la pandémie, vous aviez... est-ce que le REC avait aussi été à la table interconfessionnelle qui discutait avec le gouvernement? C'est ça. Oui, en fait, c'est pendant la pandémie que la table interreligieuse de concertation du Québec est née. La table vivote en ce moment, mais on essaie de l'entretenir puis de relancer. Hein. C'est tous des leaders religieux qui sont sur 38 comités. Avec des calendriers de fêtes religieuses qui sont pas coordonnés, là, donc c'est particulièrement compliqué. Mais oui, c'est ça. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu au moins un pont temporaire, mais direct avec l'État. C'est sûr que l'État concédait pas tout ce que la table demandait. Là, on recevait beaucoup moins en fait que ce que la table demandait. Mais au début, c'est pas juste que quand on sonnait à la porte, on nous répondait pas, c'est qu'il y avait pas de porte puis il y avait pas de sonnette. Là. Donc ça a été une surprise. Puis et donc ouais, on travaille quand même toujours de concertation avec la table. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. On se partage différents aussi volets de revendications puis c'est ça, de sauvegarde des conditions pour opérer des organismes religieux au Québec. Je pense qu'une chose qui est intéressante, souvent quand on parle de lobby ou de représentants auprès de l'État, des fois on a en tête davantage ce qui se passe aux États-Unis où les chrétiens, ou du moins souvent avec la droite religieuse, essayent de rechristianiser l'État, ou du moins d'essayer que le code civil, que le code criminel conserve les principes judéo-chrétiens. On est vraiment à une autre place ici au Canada où, à quelque part, je comprends bien, ton rôle est davantage de dire, hey, mais on est une des minorités. Pas parmi plusieurs minorités, puis le vivre ensemble, c'est justement ça, c'est comment des gens différents, avec des valeurs différentes peuvent être ensemble. Fait que dans le fond, c'est de représenter, non pas, on n'essaie pas de rechristianiser le Canada dans un sens, par ce qu'on fait avec le REC. Ouais, c'est ça. C'est important de le mentionner, là, dans le sens indirectement, on veut l'avancement de l'Évangile, là. Mais des fois, c'est mal compris ou on peut être critiqué dans un article, mettons, dans l'actualité récemment, où je disais que nous, mettons, on n'est pas à militer pour des changements de loi relativement à l'avortement ou l'aide médicale à mourir. Je veux dire, en tant qu'évangélique, ces deux pratiques-là m'offensent. En tant que citoyen québécois, si j'avais une option pour voter, pour faire changer la loi sur ces choses-là, je la saisirais immédiatement. Et je pense que l'Église, avec un grand E accent aigu, peut et doit militer par rapport à ces questions-là, même dans un contexte où politiquement, ça semble pas dans un horizon à moyen terme faisable de changer quoi que ce soit là-dessus. Comme Ézéchiel, il va dire ils t'écouteront pas, mais ils pourront pas dire qu'il n'y avait pas de prophète parmi eux. Donc, ça, c'est le rôle prophétique de l'Église. Maintenant, et c'est là aussi où ce que nos racines credo, comment dire, de la réforme radicale ressortent. On pense pas qu'on peut légiférer la foi chez les Canadiens. C'est comme la foi, ça vient de ce qu'on entend, ça vient de l'annonce de l'Évangile, et donc pour nous, la manière la plus efficace, utile pour le REC, qui est pas l'ensemble de l'Église, mais qui est comme un petit doigt dans le corps du Christ au Québec,
c'est d'assurer les conditions légales puis sociales qui permettent à l'Église de faire son travail. Donc, enlever le sable dans l'engrenage le plus possible, enlever les irritants, agir d'avance plutôt que réagir trop tard. Souvent, c'est ça qu'on a fait. On attend que le décret sorte, qu'il soit publicisé dans les médias pour dire « Ah, ben finalement, c'est pas juste », alors qu'il fallait commencer à travailler 3-4 ans auparavant soit pour éviter que ça arrive ou pour préparer nos institutions au choc. Donc pour nous, c'est ça. Oui, on veut christianiser le Canada avec des Canadiens qui entendent l'Évangile de la part de chrétiens. On veut que leur cœur soit changé. On veut que le cœur des individus soit changé par une rencontre avec d'autres chrétiens qui témoignent, puis en se joignant à des institutions, à des églises locales qui fonctionnent bien, qui sont fonctionnelles, qui ont tous les moyens nécessaires pour opérer. Donc, je pense que c'est intéressant en fait qu'on enregistre le jour de la fête de la Réforme parce qu'un des principes baptistes, en fait, que souvent les gens le savent pas, mais la liberté de religion est un principe baptiste où de dire je vais pas te persécuter, tu vas pas me persécuter, donc c'est le vivre ensemble, puis sauf qu'on va avoir des croyances qui s'attaquent l'une à l'autre, veut pas, puis comment est-ce qu'on permet à d'autres d'avoir des points de vue. Je pense que c'est un des points que c'est important de se battre aujourd'hui, c'est pour se battre pour la capacité. Je vais me battre pour que l'autre puisse dire le contraire de ce que je dis. C'est pour avoir cette place-là. Tout à fait. Puis c'est pour ça, des fois, il y a certaines prises de position ou approches qui sont critiquées. Là, on a fait un forum, mettons, sur la foi et l'espace public il y a 2 semaines. Certaines critiques venaient des milieux évangéliques parce qu'il y avait on donnait la parole à des profs qui enseignaient, qui étudiaient, par exemple, le rôle des mosquées, puis des imams. Puis pour nous, comme en tant que chrétiens évangéliques, la liberté de religion, c'est la liberté de religion pour tout le monde. Moi, je me sens pas menacé. En fait, je pense que les évangéliques, on se sent probablement beaucoup moins menacés par la soi-disant islamisation du Québec que les non-chrétiens parce que on sait que c'est pas la vérité. on sait que c'est une hérésie chrétienne. Puis dans un système où l'État est pas là pour imposer l'islam, c'est rare que l'islam survit très longtemps dans le libre-échange des idées. Puis ça aussi, je pense que c'est un des éléments qui est important. C'est que dans une société pluraliste, c'est-à-dire où il y a plusieurs convictions différentes sur la vie bonne, puis ça, j'inclus les convictions idéologiques, les systèmes de croyances, puis je les limite pas seulement au système religieux classique. Ça, c'est très, très important. Il me semble qu'on devrait être assez confiant dans notre système de croyances pour dire si l'arbitre vient pas tricher, si on veut. Si l'arbitre intervient pas dans le jeu, je suis assez confiant que je vais gagner, à long terme. Je vais être capable de faire mon travail. Comme chrétien, gagner, c'est d'être fidèle. Là. C'est pas nécessairement que 100% du monde deviennent chrétiens. Le Seigneur nous a dit que il fallait pas s'attendre à ce que ça arrive. Mais on pense qu'on va être capable de fonctionner dans un système où les règles du jeu sont respectées. Au début des années 2000, j'ai travaillé dans les écoles primaires. Avant la déconfessionnalisation, j'étais animateur religieux à l'époque, avant que ça devienne de vie communautaire et spirituelle. Ouais. Et je me rappellerai que j'enseignais donc une classe de religion protestante avec une gang de protestants. Et à un moment donné, tu as la prof qui est dans le couloir en face qui dit « J'ai une urgence, il faut vraiment que je parte. Tu prends mon groupe avec moi. » Fait qu'elle met son groupe dans ma classe, puis là, écoute, première réaction, j'écoute. Il dit « Enseigne ce que tu es supposé enseigner, c'est pas grave. » Ben bon, OK. Fait qu'on on parlait de l'Évangile, on parlait de plusieurs choses. Puis ça m'a quand même fait réfléchir. C'est une des choses qui m'a amorcé sur mon sujet de maîtrise. Je m'étais dit, ces parents-là, si ça aurait été le contraire, si ça aurait été mes enfants que je disais non, je veux pas que ça, par exemple, exactement un enseignement sur l'islam ou un enseignement sur autre chose, est-ce que j'aurais été très content que mon enfant se fasse présenter l'enseignement sans, dans le fond, d'une certaine manière, peut-être que c'était pas la meilleure option qu'on fait de mettre les deux classes ensemble. Fait que ma maîtrise a traité la question, est-ce que c'est un comportement éthique responsable pour les intervenants du milieu scolaire primaire et secondaire de partager leurs valeurs religieuses ou philosophiques avec les enfants? Parce que dans le fond... Mais tu ne peux pas ne pas communiquer d'une certaine façon tes valeurs. C'est comme c'est inévitable à quelque part. Là,
C'était un peu mon constat. Je m'obstinais avec mon directeur sur c'est quoi une valeur. Parce qu'une valeur, souvent dans le jargon, on éthique appliquée, c'est quelque chose qui pousse à l'action. Sauf que moi, j'ai dit, mais est-ce qu'il existe des valeurs négatives? Parce que on met des valeurs, l'amour, la compassion, le vivre ensemble. Mais je dis, par exemple, Hitler, une de ses valeurs, c'est la suprématie de la race aryenne. Ça le pousse à l'action. Mais là, de se rendre compte qu'il y a des valeurs avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord, mais qu'ils font quand même partie de la société, en guillemets. C'est là que tu dis, ah, mais non, il y en a que je considère comme mauvaises, qu'on devrait se battre contre certaines valeurs, versus, c'est pas juste j'accepte tout le temps toutes les valeurs de tout le monde non plus. Mais non. Ben, puis c'est ça la tension dans... Parce que là, on tombe un peu plus dans la philosophie de la laïcité, mais c'est comment est-ce que tu conserves des institutions neutres sans tomber dans le relativisme. Puis c'est là où ce que la laïcité, théoriquement, prend pour acquis qu'elle crée un espace qui est neutre, mais qui est pas fréquenté par des gens qui sont sans valeur ou qui disent tout est dans tout, puis toutes les valeurs s'équivalent. T'sais. Et c'est ça qui est plus compliqué, certainement, dans le contexte actuel, là, à articuler, clairement. Surtout quand le groupe dominant qui a le plus d'influence sur les institutions pense que lui est dans un système neutre de croyances, puis que ses valeurs sont simplement le fruit de la raison, puis qui sont apparues un peu... ça sonne très mythologique, mais tu sais, après une grande noirceur, la lumière parut, la raison éclaira les hommes, puis puis les valeurs du Québécois moyen du début du 21e siècle sont des valeurs universelles qui vont perdurer dans l'univers au siècle des siècles. Amen. C'est compliqué quand un des groupes n'est pas conscient. C'est pourquoi nous allons continuer de travailler pour que le Canada devienne une place post-nationale. Ah ouais, c'est ça. Écoute, pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, qu'est-ce qui nous amène à discuter de ça aujourd'hui? Faire un petit résumé, je me suis tapé le rapport de 88 pages sur les codes Bedford. C'est accessible directement sur le site du gouvernement. Je mettrai les notes dans les notes de podcast. Mais essentiellement, c'est une journaliste qui, il y a quelques années, avait fouillé un peu. Quelqu'un l'avait rejoint pour dire qu'il y avait une école à Montréal, la Côte-des-Neiges, où il y avait un clan de plusieurs professeurs qui imposaient un climat un peu de terreur, mais en même temps d'intimidation, un climat toxique, un climat aussi où on privilégiait un peu les valeurs de l'islam. Et donc, ça a pris un bout de temps. Ça a été avec la commission scolaire, plusieurs directeurs qui sont passés et vice-directeurs qui sont passés aussi. Jusqu'à temps que ça l'explose un peu littéralement la semaine dernière, où dans les nouvelles, ça part cette idée, mais voyons donc, on a une école publique qui, grosso modo, est islamisée d'une certaine part. Il y a donc un groupe qui tente, bien que ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport, tout ce qui est relatif à l'islam est caviardé. Donc, c'est comme si on voulait empêcher de dénigrer ou de pointer un peuple ou une religion particulière versus un autre. Mais effectivement, ce qu'a démontré le rapport, c'est qu'il y avait 11 enseignants qui appellent d'un clan dominant. Ils vont dire que c'est un clan idéologique, c'est pas juste un clan culturel, donc un clan idéologique où dans ces 11 professeurs qui essentiellement avaient une vision plus traditionnelle de l'enseignement, donc tu as des cahiers, tu suis, on met pas les nouvelles pédagogies, on met ça de côté. Ils ne donnaient pas accès en classe, par exemple, au TES ou aux orthophonistes. Donc vraiment, aucune ouverture pour que les gens puissent venir voir qu'est-ce qui se passe en classe, mais on parle de cris contre des élèves, l'intimidation, des coups de règle sur le bureau, même une tentative de coincer, de slammer la porte sur les doigts d'un enfant, faire des pressions sur d'autres collègues pour qu'ils démissionnent s'ils ne sont pas d'accord, des liens avec les mosquées du coin, le centre communautaire. Écoute, c'est toute une histoire. Mais qui amène finalement à ce qui est arrivé avec le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, qui est l'ancien aussi gars derrière la charte des valeurs québécoises. Ça fait partie de l'horizon de tout ça, mais a suspendu, non seulement les professeurs ont été suspendus, les 11, mais on a retiré leur brevet. Ils n'auront plus le droit d'enseigner nulle part. Pourquoi? Et donc, là, quand la nouvelle fait partout. Et là, ça l'a parti dans plein de directions en même temps. Parce que là, tu avais un cas dans une école
qui est problématique, avec des comportements problématiques. Mais là, c'est le grand débat sur, à ce moment-là, c'est quoi ça, la religion? On pensait l'avoir sortie des écoles et là, elle fait un retour en force. Et là, non seulement ça, puis il y a l'école Eau Vive à Québec, puis il y a l'école telle musulmane, puis donc le PQ et d'autres viennent en avant. Beaucoup les trois partis d'opposition ont amené à dire qu'on devrait arrêter le financement de toutes les écoles confessionnelles. C'est un peu là qu'on est dans ce débat-là, puis on doit le réfléchir ensemble. Puis je pense que tu es la personne idéale pour nous aider à réfléchir un peu sur tout ça. Sur ce tumulte parmi les nations. On parle de laïcité, tu l'as mentionné tout à l'heure, on en parle partout. Le Québec est un État laïque, l'égalité homme-femme comme une valeur fondamentale. Peux-tu nous expliquer un peu le concept de la laïcité ou peut-être les concepts de la laïcité, parce que ça semble avoir une confusion, puis est-ce que les gens s'entendent sur la même chose? Donc, comment tu nous définirais là, la laïcité? C'est une énorme question qui pourrait être le sujet d'une thèse de doc, là. Mais bon, pour une entrée en matière, je pense d'abord, je reprendrai les termes d'un professeur de l'Université de Sherbrooke, David Coussens, qui nous parle de il y a deux formes de laïcité. Il y a la laïcité normative, donc celle qu'on retrouve dans la loi sur la laïcité de l'État. Là. Donc vraiment, c'est quoi sur papier la laïcité? Puis la laïcité discursive, qui est comme, c'est quoi la laïcité quand t'entends Richard Martineau en parler à la radio, quand t'entends des profs en parler à l'école, quand les gens ont un discours sur qu'est-ce que devrait être la laïcité québécoise, souvent, il y a quand même un écart assez important entre l'un et l'autre. Au final, ce sont les lois écrites qui demeurent, mais la laïcité discursive influence quand même là, l'interprétation de la loi. Donc, la laïcité, d'un point de vue historique, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre sur qu'on fasse le parcours historique. Ça nous aide à comprendre. Oui, allons-y. Moi, j'aime tout le temps le contexte historique. C'est comme l'aujourd'hui tire de profondes racines du passé. On parle justement tout à l'heure de la fête de la Réforme. Ce qu'on dit pas, c'est que suite à la Réforme, il y a quand même eu un grand tumulte politique. Certains princes allemands se sont convertis au protestantisme. Ça menait à une guerre civile d'abord en Allemagne, puis ensuite à des guerres de religion en France, en Angleterre, des guerres internationales où, tel prince se convertit au protestantisme, donc les princes catholiques vont se liguer contre lui, puis là, il y a tel endroit où c'est des anabaptistes qui prennent le contrôle, et là, catholiques et protestants vont se liguer ensemble, qui va culminer dans la guerre de 30 ans, où il va vraiment avoir une genre de guerre de contrôle du Saint-Empire romain, qui est comme la genre de giga-Allemagne de l'époque, où, ironiquement, la France catholique de Richelieu va se liguer du côté des princes protestants pour contrer le pouvoir des Autrichiens puis des Espagnols. Mais à la fin de cette guerre-là, il va y avoir ce qu'on appelle la paix de Westphalie, qui va être comme un des premiers jalons de la laïcité, où ce qui va dire que, on reconnaît le calvinisme comme religion reconnue, on connaît en plus du luthérianisme et du catholicisme, puis les pays n'ont plus à se mêler des affaires religieuses des autres pays. C'est comme la conversion d'un prince ou son excommunication devient plus un motif légitime d'intervention militaire. Donc ça va commencer, c'est pas la fin complète des guerres de religion, il va y avoir des troubles civils qui vont continuer sur ces questions-là jusqu'au 20e siècle, là, avec l'Holocauste. Mais je veux dire, ça marque normalement, historiquement, la fin de cette période-là, d'à peu près 125 ans suite à la Réforme. Il va y avoir deux processus qu'il faut distinguer. En français, on le distingue bien. C'est la sécularisation puis la laïcisation. Okay? Donc, la laïcité, c'est vraiment un processus qui est politique. C'est comment est-ce que les institutions vont se détacher graduellement de leurs liens formels avec l'Église ou avec les groupes religieux.
Tandis que la sécularisation, ben, c'est le processus plus social, culturel. Les gens vont moins à l'église, les gens sont moins pratiquants, les gens ont moins tendance à s'attacher à un groupe religieux. Donc, on va avoir cette trajectoire-là qui va se poursuivre jusqu'ici. Donc, la laïcité, c'est quoi? En principe, premièrement, fondamentalement, la laïcité, c'est la reconnaissance qu'il y a une sphère spirituelle qui est distincte de la sphère politique. Okay? Fondamentalement, la laïcité, ça reconnaît la liberté de conscience, la liberté de croyance, la liberté de rechercher la vérité par ses propres moyens, sans être contraint par un État. De penser, de croire telle ou telle chose. Ça, c'est le fondement de la laïcité. Maintenant, la laïcité va s'étendre un peu plus. Au Québec, puis ça, c'était dans la commission Bouchard-Taylor, mais c'est aussi dans la loi, les grands principes de la laïcité. Il y en a 4. Premièrement, c'est la séparation de l'État puis des religions. Je veux dire, dans le passé, par exemple, l'évêque de telle place était automatiquement avait telle ou telle position, puis même encore en Angleterre, dans la Chambre des Lords, l'évêque de York est une place au genre de Sénat anglais, qui est la Chambre des Lords. Séparation, donc, implique qu'il y a pas de lien formel entre les religions puis l'État, puis ça va dans les deux sens. Ça, au Québec, on a besoin, dans une laïcité catholique, on a besoin de rappeler que ça va dans les deux sens. Ensuite, la neutralité de l'État. C'est-à-dire que l'État ne prend pas parti dans les débats théologiques, ne favorise pas une religion ou l'irreligion ou une idéologie par rapport à une autre. Donc, l'État n'est en France, j'aime bien la formulation, là, c'est comme l'État n'est pas... comment qu'ils disent? C'est comme il n'est même pas compétent. L'État n'est pas compétent pour juger de ces questions-là. Il s'en balance. Tu sais, c'est comme est-ce qu'une femme peut être pasteur ou pas? L'État est comme c'est vos affaires, ça. Tu sais. Donc séparation, neutralité. Puis chez la plupart des passeurs politiques, c'est des moyens. Ces deux premiers-là sont des moyens qui mènent à deux fins. Première fin, c'est l'égalité entre les citoyens. Au Québec, égalité entre les citoyens et citoyennes. Donc, si moi, mon enfant va à l'école puis est évangélique, puis l'enfant de mon voisin est musulman, on s'attend à ce qu'il y ait les mêmes services, les mêmes droits, les mêmes choses, qu'il ne soit pas traité d'une manière distincte à cause de sa confession religieuse. Puis, la liberté religieuse, qui est le but ultime, donc la liberté d'exprimer, de pratiquer sa religion librement, sans entrave, sans contrainte. C'est vraiment un concept classique de liberté, là, une liberté qui est fondamentalement l'absence de contraintes exagérées ou inutiles, là, donc qui va au-delà de juste, je veux dire, t'as pas le droit d'aller prier au milieu de l'autoroute 40, là, mais c'est ça, dans un sens minimal de contraintes. On a vu, je me rappelle au Québec encore au début des années 2000, quand, encore une fois, le gouvernement Marois, je crois à ce moment-ci, ou du moins, elle était peut-être ministre de l'Éducation, mais quand ils ont enlevé tous les noms des caisses populaires, tu sais, mettons, de Saint-Anne de ci, puis Saint-Michel de ça, c'est tout devenu des noms différents avec cette idée qu'on doit péter les statuts, là, pratiquement. Je rappelle certains, il y avait le collège, le cégep Lionel Groux, qui, le département de philo, avait voulu arracher toutes les peintures des différents recteurs religieux qu'il y avait eu au travers de leur histoire. Il y a une conception, des fois, de la laïcité qui est comme si ça devrait... c'est comme si on devrait l'effacer de notre mémoire collective. Et ouais. Puis aussi tout le débat sur le crucifix. Ce qui est important de dire, c'est que dans la loi sur la laïcité de l'État, il y a quand même une reconnaissance formelle, là, ça c'est écrit, sur justement le fait que de maintenir un souvenir patrimonial, de maintenir par exemple une croix qui a été dans le bâtiment de l'hôpital Sacré-Cœur ne constitue pas une atteinte au principe de neutralité religieuse de l'État. Fait qu'ils ont quand même pris soin quand même, là, techniquement sous la loi sur la laïcité de l'État. Ils auraient pu garder le crucifix dans l'Assemblée nationale, ils ont décidé de pas le faire. Mais je veux dire, il y avait quand même aussi cette notion-là. La loi semblait être extraordinaire au Québec, je dirais, sur les principes. Les principes, je veux dire, on peut pas. Pour moi, je pense que c'est, en tout cas chez les évangéliques,
je pense que tout le monde est d'accord avec neutralité religieuse de l'État, puis liberté religieuse. Là, je pense que c'est des valeurs qui sont admises. Mais quand tu regardes la loi par la suite, c'est vraiment cette dimension-là sur les bâtiments patrimoniaux. L'élément contentieux qui est le port de signes religieux ostentatoires chez les agents de l'État qui ont un pouvoir coercitif, qui inclut les enseignants. Ça, c'était toute la pointe, parce que même Bouchard-Taylor était en faveur, mais là, les enseignants n'étaient pas là-dedans. Là, maintenant, en rentrant les enseignants, ça rend ça un peu plus complexe. Puis, recevoir et donner des services à visage découvert. Ironiquement, qui a été adopté en 2019, juste avant la pandémie, là, mais c'est un des éléments de la loi. Finalement, c'est ça, là. En ce moment, la laïcité québécoise, c'est ça. Ben, par contre, ça a le potentiel d'être mal compris souvent chez les gens de la société. Je rappelle, je pense que même des fois, M. Drainville, il y avait M. Drainville dans le temps de la Charte des valeurs québécoises avec cette idée, puis tous les questionnements qui étaient là, est-ce qu'on permet que ce soit aux médecins, que ce soit aux enseignants, que ce soit aux policiers de porter, mettons, un croix, un turban, un couteau comme policier, etc. Puis, je me rappelle, avec le ministre en entrevue, avec une dame qui appelle, puis qui, elle dit, moi, je suis musulmane, je porte le voile pas pour des raisons culturelles, mais pour des raisons religieuses. Parce que des fois, on a tendance que la laïcité, les gens derrière l'État pensent que ils sont capables de mettre ces choses-là de côté parce que c'est juste culturel. Pour cette dame-là, elle dit, mais moi, je peux pas l'enlever. Sauf que là, elle essaie d'avoir un poste en CPE, mais les CPE refusaient non, s'il va falloir t'enlèves ton voile, en voulant dire, c'est comme si les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Puis là, il faut complètement enlever toute religion de toute la sphère publique. Et des fois, c'est véhiculé quand même par certains ministres quand ils en parlent. Oui, c'est ça. C'est là cet écart entre la laïcité discursive puis celle qui est normative, là, celle qui est adoptée dans les textes de droit. Elle est mal interprétée même par les ministres, par les députés. C'est ça qui est ironique, là. Je mets mon chapeau de politologue, là, mais des fois, tu as des points comme ça. Par exemple, l'exemple que tu viens de donner, par exemple, la loi sur la laïcité s'applique pas dans les CPE. Puis ça constituerait, si quelqu'un lui a dit « je t'embauche pas parce que tu refuses d'enlever ton voile », ben écoute, la personne est exposée à de belles poursuites parce que ce genre de discrimination-là n'est pas acceptable. Sauf qu'on argumenterait que comme c'est souvent un contexte culturel de gens qui sont parfois plus pauvres au Québec, donc ils n'auront pas les moyens non, mais il y a bien des organismes pro bono qui prendraient un vilain plaisir à défendre l'intérêt de telle personne. Si le problème dans ces choses-là, c'est que souvent c'est pas documenté comme il faut. Quelqu'un m'a dit que, puis... le gouvernement, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs églises qui ont perdu leurs locaux aussi. Il y avait quelques années, je ne sais pas si tu parlais des congrès avec peut-être une conférence pro-vie que Oui, le Centre des congrès de Québec. Ça, c'est un sujet, ça, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si tu vas aller tout de suite dans ces détails-là ou rester dans tes... Dans la compréhension de la laïcité de plusieurs, c'est « Ah, mais l'État ne peut pas encourager des convictions religieuses, donc il entre le pro-vie dans ça. » Sauf que je connais dans les lendemains de cette décision-là, j'avais plusieurs églises qui se sont fait piquer dehors de soit l'école secondaire ou primaire qu'ils louaient pour leur culte le dimanche en leur disant non, on n'a pas le droit, dès que c'est religieux. Puis on l'a vu beaucoup dans la pandémie aussi, où on essaie de louer d'autres places. Puis, non, c'est ça. Ça, c'est deux cas distincts. Puis après ça, il y a des oui, en effet, il y a des enjeux d'interprétation. Là, c'est ça là-dessus où je dirais qu'est-ce qu'on entend par séparation de l'Église et de l'État, ou de l'État et des religions, là, pour reprendre le langage de la loi. C'est contentieux, c'est certain. Bon, il y a deux cas distincts, là, techniquement. Là, moi, je suis sur ces dossiers-là, fait que je les connais. L'affaire du Centre des congrès de Québec, qui est très intéressante, dans le fond, on vient de recevoir mercredi passé la décision du juge de la Cour supérieure qui permet que le REC intervienne dans cette affaire-là. Donc, une intervention judiciaire, qu'est-ce que c'est? C'est pas qu'on prend d'un bord ou de l'autre. On est en train de dire, hey, vous avez pas là simplement une poursuite pour bris de contrat. Il y a des interprétations de la loi, il y a des enjeux légaux qui ont un impact important
sur nos membres, sur la communauté évangélique. Et donc, on veut, à la fin du procès, avant le procès, on dépose un mémoire écrit, puis à la fin, on va faire un argumentaire légal pour assister le juge dans son jugement. Sur des questions de liberté religion, liberté d'association, liberté de réunion pacifique. Hein, c'est toutes des libertés fondamentales qui ont été, à notre avis, brimées là-dedans. Ce qu'on n'a pas fait techniquement dans le jugement pour des raisons un peu politiques, c'est qu'on n'a pas évoqué nécessairement la loi sur la laïcité de l'État. On s'est basé principalement sur les questions de Charte canadienne et québécoise des droits et libertés. Mais à mon avis, ça c'est aussi un cas où la laïcité de l'État n'a pas été respectée. Puis je pense que c'est un cas d'école. Puis ce qui est le fun de ce cas-là, à quelque part, c'est que, comme on disait tout à l'heure, là, c'est que la plupart du temps, les cas de discrimination, c'est qu'on dit, puis on le sait, là, t'es évangélique, tu veux louer un resto, tu veux faire quelque chose, tu veux louer une salle communautaire, ouais, y a pas de problème. Oh, attends, c'est qui ça, évangélique? Finalement, c'est pris, je suis désolé, on a une autre réservation, je viens de me rendre compte. C'est comme, t'as rien, là, tu sais, tu peux pas documenter ça. Tu dis, va falloir que je me batte pour aller chercher l'information. Ça sert à rien, on va juste passer à autre chose. Dans ce cas-là, la ministre, elle a annulé l'événement une semaine avant qu'il se tienne, donc il a causé un préjudice économique manifeste, là, Et donc, il y a matière à poursuite simplement en termes de droit commercial. Mais elle a aussi fait une conférence de presse avec la ministre de la Condition féminine. Je pense que ça faisait pas si longtemps qu'il y avait eu le jugement de la Cour suprême des États-Unis sur Roe v. Wade. Fait que, tu sais, c'était comme une occasion de signaler l'engagement du gouvernement puis de la ministre pour le droit à l'avortement. Puis elle a expliqué, dans le fond, son raisonnement, ses motifs. Et donc, tu sais, elle explique vraiment publiquement, j'ai eu un profond malaise, qu'on ait un groupe qui a telle position par rapport à l'avortement. C'est pas vrai qu'on va faire des spectacles anti-avortement au Québec, alors que c'était comme un genre de congrès de prières et de louanges, là. Fait qu'on s'entend que c'est simplement les convictions privés de l'organisateur qui ont servi de motif de discrimination. Puis, et donc, là, c'est documenté, c'est public. Puis, ce qu'on a ressorti après, c'est que, tu sais, ça va contre les valeurs québécoises. Les valeurs québécoises. Et c'est là où il s'exerce un genre de tour de passe-passe qui ne respecte pas la laïcité, justement, parce que tu peux pas. La laïcité, c'est vraiment dire que l'État est neutre par rapport à certaines convictions, certains dogmes, dans la mesure qu'elle ne trouble pas l'ordre public. C'est-à-dire que s'il y avait eu un événement anti-avortement où là, il y avait des ateliers pour faire des stratégies pour je sais pas moi, couper le courant des cliniques d'avortement ou pour empêcher des femmes d'avoir accès à ce genre de services-là, oui, l'État aurait été tout à fait justifié de dire non, c'est comme tu peux avoir des opinions très, très arrêtées sur la question de l'avortement, ça ne te donne pas le droit d'imposer tes convictions à d'autres ou d'empêcher les autres d'avoir accès au libre exercice de ce qui, eux, selon leur conscience, fonctionne, puisque la loi permet en ce moment au Québec. Ça aurait été justifié. Mais là, de dire de prier, puis d'avoir dans un sujet de prière la fin de l'avortement au Canada. Bon, moi, ce que j'explique aussi, c'est que pour nous, les chrétiens, c'est pas tant une question d'avortement ou pas, c'est une question d'imago Dei, c'est la doctrine de la création à l'image de Dieu. Puis c'est comme, à partir de quand est-ce qu'un être humain est créé à l'image de Dieu? Avant la naissance. Je pense que chez les évangéliques, il y a un consensus que c'est avant la naissance. Même chez les non-chrétiens aussi, hein, on dit souvent les gens sont pour ou contre l'avortement. Un avortement, la pilule du lendemain suite à un viol incestueux versus un avortement à un enfant à son 9e mois de grossesse. Tu sais, je pense que c'est pas noir ou blanc, là. C'est pas oui ou non, là, tu sais. Aurait bien du mal avec un avortement alors que
une période où l'enfant est viable. Mm. Tout ça pour dire que pour nous, c'est une question de doctrine par rapport à la doctrine de la création à l'image de Dieu, puis de la dignité humaine. Puis là, après ça, ben, c'est une fois que tu dis, bon, ben, si un enfant à naître de 15 semaines est créé à l'image de Dieu et est un être humain, il est doué d'une dignité humaine, après ça, tu as des réflexions, ben, en conséquent, on ne peut pas l'avorter, on ne peut pas le tuer, puis oui, de pousser la grossesse à terme, c'est une certaine forme d'atteinte à la liberté dans la mère qui voudrait pas nécessairement un enfant, mais de la même manière qu'il y a eu plusieurs atteintes à des libertés fondamentales pendant la pandémie, avec justification de dire, ben, dans le but de préserver la vie de oui, il arrive. En fait, c'est dans nos chartes que oui, on a des droits et libertés, mais ces droits et libertés-là ne sont pas absolus. Puis oui, il peut y avoir des contextes dans lesquels elles peuvent être limitées. Et donc, pour nous, c'est ça l'argumentaire. Je m'excuse, j'ai fait peut-être une trop grosse parenthèse, tu l'éditeras. Mais après ça, quand la ministre, elle, répond « J'ai un profond malaise à ce que des gens qui n'ont pas ma position sur l'avortement organisent un événement », ben là, elle est en train d'imposer son système de croyance. Et on a pu interroger la ministre dans l'avocat de la demanderesse a pu questionner la ministre dans une période là, dans le fond, c'est avant le procès, mais où est-ce qu'on établit un peu la preuve, à lui demander, ben justement, c'est quoi les valeurs québécoises? Comment est-ce que vous avez comment est-ce que vous développez, comment est-ce que vous arrivez à ça? C'est des valeurs québécoises. Là. Comme si c'est, tu sais, des valeurs fondamentales où ce que finalement, elles peuvent avoir un préséance sur les croyances et les dogmes de groupes religieux. Là. C'est comme, ils sont pas à un même niveau. Puis l'argument de la ministre, c'était, ben écoutez, on est le gouvernement, donc c'est les valeurs du gouvernement. Oui, ok, mais est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est le gouvernement? C'est comme, ben écoutez, on est le gouvernement élu démocratiquement, donc les valeurs du gouvernement sont les valeurs québécoises. Ce qui est complètement absurde, parce que demain, dans le fond, puis là, ça va nous ramener à Bedford aussi, c'est que si l'argument, c'est « might makes right », là, c'est la loi du plus fort, puis si t'es le gouvernement, ben tes valeurs, c'est les valeurs québécoises, ben t'as pas de laïcité. Factuellement, t'as pas de laïcité. Demain, t'as un parti islamique, où t'as le nouveau parti de Thomas Cromwell qui reprend le pouvoir avec des puritains engagés. Puis, ben, c'est ça, on a un Québec, les valeurs fondamentales des Québécois sont la charia puis l'islam. Sous le même raisonnement. Et donc, la laïcité ne peut pas être l'imposition des croyances puis des dogmes du groupe dominant. Au contraire, la laïcité, elle est conçue d'abord. Ben en fait, les premiers bénéficiaires de la laïcité sont les minorités religieuses, les minorités de croyances, les minorités idéologiques. Et donc, c'est là où l'affaire du Centre des congrès de Québec montre les limites de l'interprétation de la laïcité québécoise. Puis c'est là que nous, le REC, un des points où on milite beaucoup là-dessus, c'est de demander l'établissement d'un genre d'observatoire de la laïcité ou de vigie de la laïcité comme il existe en France, composé, bon, c'est pas à nous de décider comment il va être composé, là, pour des raisons évidentes de séparation, mais je veux dire, composé de gens neutres, des anciens politiciens, des experts, des juristes, des experts dans le domaine, qui seraient chargés de surveiller le gouvernement. Parce que tu ne peux pas, dans l'optique d'avoir un gouvernement qui est neutre, le gouvernement ne peut pas être à la fois celui qui agit puis celui qui se surveille lui-même. Parce qu'il va jamais, il peut avoir une multitude de raisons pour lesquelles le gouvernement ne va pas être neutre. Dans le cas de la ministre, sûrement qu'elle s'est dit, ça c'est mon opinion, c'est pas des faits, mais sûrement qu'elle s'est dit, c'est un bon coup de pub, on va canceller l'événement, ça va coûter quelques centaines de milliers de dollars de frais de cancellation, mais ça vaut la peine en termes de pub, c'est un calcul politique. Pour des raisons politiques, je vais signaler que ça, c'est les valeurs du gouvernement. Dans le cas de Bedford, ben là, c'est des raisons administratives. On veut pas passer pour des racistes, on veut pas te chicaner avec le syndicat. Il y a plein de raisons. Là, c'est plus le Conseil des ministres, c'est comme au niveau proximal, mais en même temps, c'est le droit des enfants à une éducation laïque qui a été atteint.
Et là, encore une fois, ben, c'est quoi les recours des parents? Est-ce que c'est quoi le recours des gens qui voient leur droit à un État neutre et laïque? Ils n'ont pas de recours. Puis là, tu es obligé de te plaindre à celui qui, finalement, commet le tort. Tu sais. Ça, c'est pour le Centre des congrès de Québec. Ouais. Une des choses qui est peut-être une chose qui a découlé de ça, on le voit, il y a beaucoup de ça, que ce soit des groupes bibliques sur les campus universitaires, des cégeps ou des associations musulmanes ou juives ou autres, qui se voient refuser l'accès à des locaux. Par exemple, parce qu'il y a plein d'associations à l'université, ceux qui aiment les thèmes peuvent se mettre ensemble, les clubs d'échecs, les groupes LGBT, etc. Fait que tout le monde a comme droit d'association. Puis, techniquement, si tu es regroupé, tu as le droit, sauf que là, on interdit dès que tu as des gens qui ont certaines croyances ensemble. Et là, même, je pense que si on posait la question, puis on le voit dans plusieurs des journaux, si ça venait à oreille qu'ils le font pareil, même dans la cafétéria de l'école ou des choses comme ça, mais il y a comme un genre d'idée forte dans la population que non, ça n'a pas sa place là du tout. Puis ça, je pense que c'est aberrant parce qu'effectivement, c'est pas neutre du tout. Mais non, c'est pas neutre du tout. Puis c'est très catholaïque, comme on dirait, là, dans le sens où il y a une réaction à la visibilité de la religion. Tu sais, chez les protestants, où on n'a aucun signe religieux, la manifestation du religieux dans l'espace public ne nous affole pas tant que ça. C'est chez des ex-catholiques, souvent, que les manifestations publiques du religieux se froissent plus. Ça, tu vois, là-dessus, notre interprétation, puis c'est là où est-ce que ça prendrait une poursuite ou au minimum en ce moment, ce que les gens peuvent faire, puis ça c'est important s'il y a des leaders chrétiens qui nous écoutent, c'est simplement, il existe quand même la direction de laïcité, qui est un organe au sein du gouvernement québécois qui est chargé de faire appliquer la loi au sein des différentes institutions qui découlent de la loi, qui découlent du gouvernement provincial. Donc, c'est l'État provincial, mais aussi toutes les municipalités, parce que c'est sous la loi des cités et des villes, ou les universités, les cégeps, parce que c'est la loi sur l'instruction publique. Donc, toutes ces institutions-là, les CPE, où on pourrait dire, si on me refusait l'accès à un local parce que j'ai un groupe religieux à l'Université de Montréal, je dirais, écoutez, veuillez consulter la direction de laïcité sur cette question-là, parce que je veux dire, l'État est supposé être neutre au niveau religieux. Pour vous, que j'aille un club d'échecs ou un club religieux, ben, ça devrait pas vous importer. L'autre hack, si on veut, par rapport à ça, c'est pas le même régime laïque au Québec qu'en France, mais en France, dans le fond, ce qu'ils vont créer, c'est que tous les organismes créent, mettons, les églises vont créer deux corporations. Quand on crée une église, nous, on a une seule corporation. Eux vont créer une association cultuelle, donc pour l'organisation des cultes. Et là-dessus, cette organisation-là ne peut pas recevoir quelque soutien que ce soit de la part du gouvernement. C'est très, très, très encadré comme type d'association. Et une association culturelle, où, ben là, si tu veux faire un café chrétien, ou tu veux faire une banque alimentaire, ou tu veux faire quoi que ce soit, tu veux faire un festival de la Bible, hein, parce que la Bible fait quand même partie du patrimoine culturel de l'UNESCO, ou une rencontre culturelle franco-protestante, hein, parce que, je veux dire, même au Québec, les cantiques franco-protestants font partie du patrimoine immatériel du Québec. Donc là, tout à fait, tu pourrais recevoir des subventions au même titre que n'importe quel organisme culturel au Québec. Fait que ça, c'est une autre approche. Puis maintenant, ce que je dirais aussi là-dessus, c'est que c'est là que la question de la clause non-obstant, en tout cas, on tombe dans des technicalités, là. Mais qu'il y a quand même un impact disparate quand tu dis, par exemple, la question des écoles. C'est la question des écoles, des églises qui sont faites sortir des écoles primaires et secondaires. Ça, c'est un autre. C'est lié à une décision du ministre Drainville. C'est un décret ministériel. C'était suite à l'affaire là, où il y avait des salles de prière pendant le Ramadan. Tant qu'à moi, il n'y a rien dans la loi sur la laïcité de l'État qui empêche l'existence de salles de prière. Tu veux jouer au basket le midi, joue au basket. Tu veux prier, ben va prier, tu sais. Après ça, on n'aurait pas pu avoir une salle de prière pour les hommes ou pour les femmes. Là, c'est comme, attends, là, c'est au Québec, la laïcité reconnaît l'égalité homme-femme, il n'y a pas ce genre, tu peux pas introduire ce genre de discrimination-là. Tu pourrais pas avoir une salle musulmane puis une chrétienne.
bien que tu peux avoir un basket juste pour hommes puis un basket juste pour femmes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a des éléments pour, justement, quand il y a des inégalités manifestes pour recréer des conditions égales. Quoique là-dessus, euh, ça dépend de la définition d'homme ou femme, là. Mais on n'entrera pas dans ce débat qui est pour Ouais. un autre jour. Je pense qu'une des Mais, questions. mais juste pour Ok, terminer, vas-y. ouais, c'est ça, sur cette question-là des écoles, c'est qu'il y a un impact disparate dans le sens où, quand, mettons, tu mets dehors une église comme à Disraeli, ben, au Québec, 98% du patrimoine immobilier religieux appartient à l'Église catholique, a été souvent concédé par l'État. Hein, à l'époque de la Nouvelle-France, on a concédé des seigneuries. La dîme a été collectée par l'État jusque dans les années 70. Je veux dire, il y a eu vraiment un héritage où ben, l'Église catholique se ramasse avec, c'est ça, un grand surplus de patrimoine immobilier. Fait que quand tu dis, nous, on est juste parce qu'on refuse l'accès à des salles à l'ensemble des groupes religieux, mais quand sur le terrain, un groupe religieux possède 98% de l'immobilier, c'est discriminatoire. Et ça, c'est défini. L'arrêt Fraser de la Cour suprême au Canada le dit, c'est la notion d'impact disparate. Là. C'est pas parce que tu dis je traite tout le monde pareil que dans les faits, l'impact est pareil pour tout le monde. Puis ça, nos lois forcent l'État à reconnaître ça. Je nous change de créneau un tout petit peu avec ce qui se passe avec Bedford, dont plusieurs, dont le PQ, par exemple, appelle au définancement des écoles privées religieuses. Il y en a qui sont encore confessionnelles, puis il y en a qui sont, bon, historiquement religieuses, mais qui aujourd'hui sont complètement menées par des gens qui n'ont pas de lien. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une avenue? Parce qu'ils vont dire, ah, mais vous enseignez la religion avec les taxes. Avec mes taxes, tu sais. Fait que l'argument qu'on financerait une religion qu'on ne veut pas, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Il y a tellement à dire là-dessus. Ben, si on vient à la question de ce que je disais entrée de jeu, qu'il y a une laïcité discursive puis une laïcité normative. Mais ça encore une fois, il n'y a rien dans la loi sur la laïcité de l'État qui interdit l'existence de ce type d'école-là. Dans les faits, la laïcité, c'est supposé être, on assure que l'État est neutre. Okay? C'est l'État qui est neutre. Ça, c'est très important. Hein? C'est l'État qui est laïque. C'est pas la société. Okay? Puis au Québec, on a pour des raisons historiques, où la société civile était presque complètement organisée par l'Église catholique. Je veux dire, tu retournes au Québec des années 50, c'est comme tes syndicats, la CSN est catholique, tes écoles sont catholiques, tes hôpitaux sont catholiques, tes clubs de ski alpin sont catholiques. Pour vrai, c'est l'Église catholique qui a amené les francophones, ces pistes de ski. Là, fait que là, et là, tu as, en plus, puis là, ça aussi, les gens ne le savent pas, mais c'est comme tu as des sociologues de l'Université Laval qui sont des catholiques, qui sont des pères catholiques, qui commencent à dire, écoutez, peut-être que ça en fait beaucoup pour l'Église, puis quand on regarde la croissance du gouvernement, la santé puis l'éducation, ça risque d'être une méchante distraction pour nous. Fait que peut-être que l'État est mieux placé que nous pour gérer ces affaires-là. Et donc, on a eu non seulement une sécularisation de ces institutions-là, mais au Québec, exceptionnellement, une étatisation de ces affaires-là. Aux États-Unis, ces choses-là sont souvent sécularisées, mais pas étatisées nécessairement. Fait que là, ça nous cause un problème, parce que quand on parle de neutralité de l'État, normalement, c'est comme le pouvoir coercitif et tout, mais c'est pas toutes les choses que l'État dans lesquelles il touche ou il opère, parce que au Québec, c'est plus que 50% de l'économie québécoise qui est étatisée. Et donc, pour revenir à cette question-là de l'éducation, il n'y a rien nulle part qui dit que c'est l'État qui doit contrôler l'ensemble des organismes d'éducation. Ce que ça fait, pour revenir à cette question-là de laïcité discursive, puis là, c'est là où ce que je trouve c'est extrêmement révélateur de ce que les Québécois, et pas juste moyens, que nos élites politiques pensent de la laïcité, c'est que si, sur papier, la laïcité, c'est la neutralité religieuse de l'État, dans l'espoir ou dans l'imaginaire québécois, la laïcité, c'est une manière de assimiler
toutes les minorités religieuses à cette culture, ces valeurs québécoises qui vont permettre le vivre ensemble. Ça, c'est le bon vieux réflexe unitaire qu'on retrouve en Nouvelle-France, où ce qu'on se dit, si on veut être en paix, si on veut que ça marche, il faut que tout le monde pense pareil. Et ça, c'est très, très fort au Québec. Les colonies américaines, eux, ils ont pris toutes les minorités religieuses, puis ils ont dit, vous savez quoi, allez faire ce que vous voulez, bâtissez-vous vos États, débrouillez-vous, là, tu sais. Puis en Nouvelle-France, on a dit, si t'es protestant, t'as pas le droit de passer l'hiver ici. On va s'assurer que tout le monde pense pareil. Et donc, c'est là où ce que tu te dis, ce qui se passe là, dans les faits, l'affaire de Bedford, c'est que tu as une école qui est gérée par l'État québécois, qui n'a plus de commission scolaire, hein, soit dit en passant, parce que faudrait pas laisser le pouvoir aux gens qui sont proches du problème. Hein. Donc c'est une école qui est gérée par l'État québécois, qui est laïque, qui a un programme d'enseignement laïque, qui, malgré des rapports répétés, est incapable de faire appliquer ses propres règles, ses propres lois. Elle a tous les moyens légaux administratifs à sa disposition pour le faire. Elle faillit de le faire, elle ne réussit pas à le faire. Et là, c'est quoi la réponse? On va définancer les écoles religieuses. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Le seul lien qu'il y a, c'est tu dis, la religion veut rentrer dans nos institutions, ben on va taper sur la religion. C'est le seul lien logique, primaire et primitif, mais je ne vois pas d'autre explication que ça. Je ne vois pas d'autre explication que ça. Après ça, l'argumentaire de no tax, ça, c'est comme, ça me dépasse, parce que premièrement, les parents de gens qui envoient des enfants dans des écoles religieuses, c'est des payeurs de taxes. Les enfants qui sont dans des écoles privées, en fait, reçoivent moins de la part de l'État que ceux qui sont dans l'école publique. Fait que là, tu me dis, OK, je vais définancer les écoles religieuses. Comme, pense un petit peu, là, je me sens comme radio de radio ligne ouverte, là. Pense un petit peu. T'as de la misère avec certains étudiants ou certains profs qui sont extrêmement religieux dans une école, puis t'as de la misère à faire respecter la laïcité. Donc, ta solution, c'est de définancer et donc de faire fermer les écoles où se trouvent les étudiants puis les profs les plus religieux pour les envoyer de force, presque, hein, dans le système public. Comment est-ce que ça règle ton problème? C'est comme, tu sais, c'est pas juste d'ajouter de l'huile sur le feu, c'est que t'as un feu dans ton chaudron plein d'huile, puis t'essayes comme un idiot de l'éteindre avec de l'eau, puis tu viens de créer, tu viens de brûler ta maison. Là. C'est vraiment ça. Pour moi, ça me dépasse. Et là, c'est comme quand les pharisiens puis les sadducéens se mettent ensemble pour accuser Jésus. C'est comme, là, t'avais la gauche, la droite, les fédéralistes, les séparatistes qui se mettent ensemble pour dire « Ouais, c'est une bonne idée. » Tu te dis ouais, « OK, c'est là qu'on est au Québec. » Fait que moi, ça me confirme dans l'utilité du travail que je fais. Mais ça me décourage un petit peu en disant il y en a beaucoup d'ouvrages à faire là, à ce niveau-là. J'ai été marqué quand même par M. Legault, qui a eu plusieurs réactions à ça. Un, ça a été surprenant de dire non, il dit qu'on on a un héritage patrimonial catholique, on va pas s'énerver parce qu'il y a encore des traces de ça, on est capable de vivre avec ça. Puis la deuxième chose, c'est il dit, pensez-y un instant, il dit, si on les définance, puis en ce moment, on les finance juste à la hauteur de 60%, là, il va falloir subventionner ces élèves-là à la hauteur de 100%. Puis est-ce qu'on est capable de prendre ce fardeau-là en plus? Ben non. Puis c'est là aussi où une autre partie du moi on n'est pas nombreux hein, au REC, là, fait que c'est comme il y a beaucoup de travail à faire. Là, il y a un organisme qui s'appelle Cardus qui sort un rapport dans 2 semaines sur, par exemple, l'effet halo, l'effet des congrégations dans l'espace public. C'est qu'on a un discours, on entendait ça à la radio récemment, là, sur la religion, c'est néfaste, c'est au mieux un hobby inutile, là. C'est comme si on se réunit le dimanche matin pour faire des petites maquettes d'allumettes, là, comme dans le dîner de con, là. Fait que c'est comme au mieux, c'est comme on subventionne, c'est-à-dire on donne des crédits d'impôt à quelque chose qui n'a aucun effet positif sur la société. Mais comme on sait qu'on est des repères de discrimination, d'homophobie, de transphobie et de haine, ben là, c'est comme si l'État
subventionnait des choses qui sont négatives. Tandis que dans les faits, c'est là où quand tu sors les vraies études là-dessus, par exemple, en termes de bénévolat, c'est comme le facteur le plus déterminant à savoir si quelqu'un va faire du bénévolat, puis la quantité de bénévolat qu'il va faire, c'est est-ce qu'il fréquente un organisme religieux régulièrement. Par rapport aux grands donateurs au Québec, les gens qui donnent à des organismes de charité, puis ça, c'est pas seulement incluant les organismes de charité religieux, ceux qui pratiquent régulièrement donnent plus que les autres. C'est comme, on donne plus que les autres, on s'implique plus que les autres dans les œuvres charitables, on a des taux d'incarcération nettement inférieurs à la population moyenne. Il y a comme un ensemble d'effets positifs de la pratique religieuse régulière, puis on va dire, le groupe religieux le plus... Et puis c'est ça qui est frappant aussi au Québec en ce moment. Le groupe religieux qui a le plus de monde dans leurs églises ou dans leurs lieux de culte chaque semaine, c'est les protestants évangéliques en ce moment. On est rendu là démographiquement. On est le plus gros groupe religieux au Québec. C'est comme nos effets, l'effet qu'on a sur la société est extrêmement positif. On dit qu'on nous subventionne, mais si on chargeait pour l'effet positif qu'on a sur la société, le gouvernement aurait bien du mal, tu sais. Puis j'ai beaucoup plus de facilité à dire le crédit d'impôt que j'ai parce que j'ai donné un certain montant à mon église locale volontairement sans contrainte, son impact par rapport à une game de hockey des Kings à 11 millions de dollars à Québec ou un omnium de golf, je m'excuse, mais c'est comme si nous, il faut qu'on prouve les effets positifs de notre pratique sur la société. Je pense qu'on est pas mal mieux à mancher que ces activités-là où on garoche des millions sans regarder en arrière. Fait qu'en d'autres mots, parce que bon, ça passait beaucoup dans les journaux aussi, mais les pasteurs ont des droits, des exemptions de taxes, les églises aussi. Ce que tu dis, dans le fond, c'est que le gouvernement fait la logique de dire, ben, s'il fallait que j'investisse de moi-même pour avoir le même bien qu'apportent les religions, donc les sociétés religieuses, mais il faudrait payer plus cher. On paierait plus cher que ce qu'on donne en crédit d'impôt. Ça, c'est l'argument économique. C'est plate, c'est l'argument qu'il faut faire à l'État. C'est l'argument qu'il faut donner à l'État en disant, comme, écoutez, vous pensez en termes économiques, je vais juste vous dire, réfléchissez aussi en termes économiques. Puis c'est ce qui nous avantage aussi, puis c'est aussi au niveau de la table, c'est ça qui est intéressant. Je fais une petite parenthèse ici. Sur la question des écoles religieuses, ça m'étonnerait pas que ce soit la communauté juive qui a réussi à pousser là-dessus. Parce que pour beaucoup de juifs, c'est très important d'avoir une éducation qui marie l'éducation séculière. Hein. Les gens dans les écoles religieuses, ils ont la même éducation que les autres. En plus, ils ont une éducation juive. C'est comme, ben, si les neurochirurgiens juifs du Jewish, finalement, disaient, ben, tu sais quoi, moi, je vais aller déménager en Ontario. Qu'est-ce que ça aurait comme impact sur le Québec? Ça aurait un impact. La question des taxes foncières. De dire, les églises ne payent pas de taxes foncières. Regardez, puis ils nous sortent dans le journal. Regardez l'oratoire Saint-Joseph. Ils ont plein de touristes, puis ils font des millions là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais le reste du patrimoine religieux, ils ne reçoivent pas de touristes, puis ils font pas de millions. Fait que, tu sais, c'est comme, tu vas choisir comme le bâtiment religieux qui est le plus rentable au Québec, puis tu dis, vous voyez comment que les catholiques sont assis sur des tonnes de richesses. Ce que l'Église catholique dit au gouvernement là-dessus, c'est vous voulez imposer des taxes foncières aux lieux de culte catholiques? Ben, on va vous les donner. On va vous les donner. Vous les voulez toutes. La municipalité, tu penses que tu vas être capable d'imposer une taxe comme si l'église de mon quartier ici à l'Assomption valait 5 millions de dollars? Ben, prenez-la, l'église. Payez l'entretien. Amusez-vous. Amusez-vous. Ça va être... Et c'est là aussi où les groupes religieux, on n'a pas le choix d'avoir cet argument économique avec l'État. Mais pour moi, l'argument est fondamentalement, si je reprends l'argument en plus, fondamental en termes de droit puis de théorie politique, qu'est-ce que la séparation entre l'Église puis l'État? Ben, c'est la reconnaissance aussi qu'il existe deux sphères différentes. Puis ça, pour le Québécois moyen, pas le Québécois moyen, j'aime beaucoup le Québécois moyen, il est travaillant, mais je veux dire, c'est que pour le fonctionnaire moyen, que j'aime aussi, avec l'amour de Jésus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe autre chose que l'État. Hein? C'est comme quand tu ouvres la presse aujourd'hui, je peux lire une chronique de Patrick Lagacé, là, bientôt, je pense qu'il va y avoir une IA Patrick Lagacé, c'est comme, on trouve un programme, ou n'importe quel chroniqueur, là, je veux dire, on trouve un problème de société, on raconte une histoire à faire brailler les gens, et on pose la question, qu'est-ce que le gouvernement fait?
plutôt que qu'est-ce que nous on fait, qu'est-ce que la société fait. C'est comme si le seul moyen d'action collective au Québec, faute d'églises catholiques qui a fonctionné là, jusqu'à la Révolution tranquille, c'est l'État. C'est tout le temps l'État, 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 l'État. Et là, c'est comme, on est obligé d'expliquer, vous savez quoi, l'Église offre un service public. Mais miraculeusement, il n'est pas offert par l'État. Parce que savez-vous quoi? Ça existe des services publics qui ne sont pas offerts par l'État. En fait, jusqu'à hier, jusqu'à il y a une 50aine d'années, l'écrasante majorité des services publics n'étaient pas offerts par l'État. Mais là, on arrive à un point où l'État managérial a tellement grossi que quand il reste des petits restants de services publics non offerts par l'État, c'est comme si on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Là? Pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas de taxes? Mais ta bibliothèque ne paye pas de taxes, ton hôpital ne paye pas de taxes, l'autoroute ne paye pas de taxes. C'est comme, il y a plein de choses dans la société qui payent pas de taxes parce que c'est un service public. Seule différence, c'est que c'est pas toi qui l'opère, c'est nous qui l'opérons. Puis vous savez, c'est qui va à l'église le dimanche matin? C'est des citoyens québécois qui payent des taxes et qui, pour eux, ce service public a une valeur. Fait pour moi, c'est comme c'est d'une évidence, mais on a besoin là-dessus d'avoir un message qui est clair, de dire séparation de l'Église et de l'État ou des religions et de l'État, ça implique qu'il y a une sphère qui est pas affectée par l'État. Neutralité religieuse de l'État, c'est aussi dire on taxe pas une activité qui est à but non lucratif. Quand tu taxes, dans le fond, tu imposes une contrainte. Quand tu subventionnes, quand tu donnes là, un chèque ou de l'argent, ben là, tu subventionnes. Hein? Tu soutiens. L'Église, on ne reçoit pas de subvention non plus. C'est ça la neutralité. La neutralité, c'est que tu ne nous taxes pas, mais tu nous soutiens pas le culte. C'est vraiment ces choses-là. La question, bon, maintenant, des congés, de certains congés fiscaux pour les pasteurs, peut-être qu'il pourrait y avoir un argumentaire pour dire, ben, ça n'a pas sa place. De l'autre côté, ça compense un peu pour tout le poids administratif qui est imposé aux églises locales pour opérer aussi, qui consiste quand même, qui est pas gratuit, qui est une forme de contrainte aussi. Donc, oui, parce que demain matin, si même sont imposés juste à moitié sur tous les bâtiments d'église, la majorité des églises ferment leurs portes juste par incapacité de payer le budget ou d'un roulement de base. Ouais, mais ces gens-là, on va continuer à se rencontrer. Puis c'est ça l'affaire, c'est ça qui se passe aussi quand tu veux pas ouvrir des mosquées, ben les gens disent, ben tu sais quoi, on va se rencontrer au centre d'achat. On va se rencontrer dans les maisons. Puis ça aussi, c'est comme le gouvernement, puis là, c'est là aussi où il faut comprendre que c'est important que le gouvernement, que ceux qui sont au niveau de l'État comprennent ça, c'est qu'il y a aussi une séparation et neutralité. Dans le fond, c'est que la laïcité va dans les deux sens. Le gouvernement se mêle pas de nos questions doctrinales. On se mêle pas de politique. L'Église ne fait pas de politique. Si on fait de la politique, on peut perdre nos congés fiscaux. Mais si on n'a pas de congés fiscaux, qu'est-ce qui nous empêche de faire de la politique, si ce n'est notre propre doctrine? Bon, nous, comme baptistes, on va continuer à pas faire de politique. Peut-être faudrait pas le dire, mais je veux dire, une fois que l'organisme il y a pas de congé foncier, il peut pas émettre de reçu d'impôt, ben pourquoi est-ce qu'il s'enregistrerait? Pourquoi est-ce qu'il serait une personne légale? Pourquoi est-ce qu'il fonctionnerait selon les règlements de l'État? Pourquoi est-ce qu'on se rencontrerait pas de manière impromptue puis on dit, ben tu sais quoi, on est 30 dans une maison, on n'est pas une église, on est juste un rassemblement d'amis, c'est comme, qu'est-ce que vous en avez à faire? On n'existe pas aux yeux de la loi. Je veux dire, c'est là aussi où ça va dans les deux sens. Puis là, je veux recadrer un peu mon message parce que ça sonne très... Des fois, c'est frustrant, ce genre de choses-là. Mais fondamentalement, nous, on pense qu'on a une bonne nouvelle pour le Québec. Comme, on pense que notre message est bon. On pense que l'effet de l'Évangile dans nos propres vies, dans la vie de nos familles est positif. On voit nos enfants. On compare nos enfants aux enfants du monde aussi. Puis on voit comme c'est éminemment bon. Puis on veut que les Québécois puissent profiter de ça. C'est frustrant de devoir défendre. Oui, d'être toujours en mode défensif. D'être en mode défensif, tu sais, puis d'être critiqué parce qu'on fait le bien. Mais on n'est pas des résistants anti-société. C'est comme on pense que ce qu'on fait est bon pour la société.
Mais est-ce qu'on peut être reconnu comme tel? On ne demande même pas de subvention, là. Il y a plein de groupes qui pensent qu'ils font des choses bonnes pour la société, mais tu as sûrement travaillé dans les milieux communautaires. C'est comme ces milieux-là sont pas des milieux communautaires dans les faits. C'est comme les protestants, on sait c'est quoi un organisme communautaire, comme Alexis de Tocqueville est frappé par ça quand il va en Amérique. C'est quand les protestants, on est capable de s'asseoir ensemble, de s'organiser, de dire on va le financer de notre poche, on va faire les projets. Le communautaire au Québec, on se mentira pas, c'est subventionné à 80% par l'État, c'est une forme de clientélisme. Donc, nous, on a un impact positif qui dépasse notre propre communauté. On a des services qui sont publics. Tous les Québécois peuvent rentrer dans une église évangélique le dimanche matin. Ça va nous faire plaisir. Donc, c'est pas nous qui empêchons l'ensemble de la communauté à participer à nos services. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait être traité comme si on était un organisme à but lucratif? Tant qu'à ça, on va se créer des organismes à but lucratif. Dis-moi, Jean-Christophe, en terminant, qu'est-ce que tu dirais? Monsieur, madame, tout le monde nous écoute, puis se pose la question, OK, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, pour contribuer au débat ou à l'avancement un peu de ce qu'on voit actuellement pour protéger nos libertés, mais en même temps pour contribuer d'une façon positive à des débats? Noël s'en vient. Je doute qu'il y ait beaucoup, les Québécois n'aiment pas parler de politique autour, mais quand même, si la question venait, comment est-ce que monsieur, madame, tout le monde, chrétiens peuvent faire quelque chose? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ouais. Écoute, il y a plein de choses à faire. Premièrement, je pense que c'est vraiment de s'informer, d'être conscient de nos droits en tant que chrétien. Ce qu'on vient de parler, je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin là-dedans. Nous, on veut offrir des outils de formation là-dedans. Mais c'est important d'être conscient de nos droits. Puis moi, je reviens tout le temps à Paul. Tu sais, des fois, les chrétiens au Québec, notre réflexe, c'est duck and cover. C'est comme si on a du trouble avec les autorités, on veut pas de trouble, on va pas louer la salle, on va pas chicaner. Je pense qu'il faut chicaner davantage et être conscient de nos droits. Puis tu peux arriver en confrontation, tu peux poursuivre l'État avec une main tendue. C'est pas une situation conflictuelle totale. Il faut connaître nos droits. Il faut avoir un autre discours sur la laïcité. Il faut réaffirmer aux gens qui sont non religieux qui sont quand même croyants. Donc, de prêcher ou de défendre un vrai pluralisme en faisant reconnaître aux autres qui sont pas croyants, qui ont des croyances. Puis je pense, puis ça plus largement, monsieur, madame, tout le monde, il y a plein de moyens aussi au niveau du REC, je veux développer des outils pour ça. Mais une fois que tu connais tes droits, c'est plate à dire, mais il n'y a pas d'autre manière que de réclamer ses droits. Fait que t'es dans un organisme. Et moi, j'ai été fonctionnaire. La règle de base du fonctionnaire, c'est qu'est-ce qui va me causer le moins de soucis? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui va me causer le moins de soucis? Puis là, c'est comme quand t'as, par exemple, la ministre du Tourisme qui tu sais, dans l'affaire du Centre des congrès de Québec, ce qui est singulier, c'est qu'elle va avoir blâmé publiquement son directeur général. Ce que, dans la fonction publique, un ministre ne fait jamais. Il répond de ses subordonnés. Là, ça envoie le message à tous les fonctionnaires. Ouh, là, j'ai un groupe évangélique qui veut louer. Ben, refuser, ça va me donner beaucoup moins de soucis que d'accepter. OK? Maintenant, c'est ça sa présupposition. Si maintenant, il refuse, puis il reçoit une mise en demeure, puis il y a un avis à la direction de la laïcité, puis il y a un article dans le journal là-dessus, puis il y a une pétition avec les évangéliques. Les évangéliques, on a des grands pouvoirs de mobilisation, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas. Si le même fonctionnaire, finalement, la semaine d'après, il reçoit 50 lettres, il reçoit un appel de son superviseur, puis du superviseur de son superviseur, puis ça passe dans les journaux, puis on se dit, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Prochaine fois, il va se dire, la manière de moins de soucis, c'est d'accepter la location. Surtout que la loi la permet. Fait que ça, au niveau du REC, c'est des choses qu'on veut faire, c'est des choses qu'on veut offrir à nos membres aussi, et qui portent du fruit. Je peux vous donner un exemple récent. Il y avait eu ça, c'est quelque chose que monsieur, madame, tout le monde peut faire. Des fois, il y a des chroniques dans les journaux qui sont vraiment, là, qui parlent des évangéliques, puis on tombe dans la haine. On tombe dans la haine anti-religieuse. Puis, aussi, ça nous aide, on n'est pas dans les faits. On est vraiment dans les
dans des absurdités, puis il y avait eu une chronique de Régis Labombe sur les évangéliques où il disait toutes sortes de choses. On a porté plainte au conseil de presse. Le conseil de presse a accepté. On est allé en médiation. On a rencontré l'équipe de rédaction de la presse. On a pu parler. La presse avait vraiment une main tendue. C'était vraiment comme, hey, on réalise qu'on perd cette capacité-là à traiter le sujet religieux. Merci de nous en parler. Puis après ça, ben, ils ont publié une de nos lettres en réponse à ça. Puis maintenant, on a des rapports cordiaux avec la presse. Je pense que si vous voyez dans la presse, vous entendez à la radio des choses qu'on dit sur les évangéliques, puis vous dites que ça dépasse les bornes, toi, tu es bien placé pour ça. On fait un petit message sur Facebook, on est bien connectés ensemble, les évangéliques, puis on fait des plaintes au CRTC. Si quelqu'un commence à dire des choses sur les évangéliques qui sont discriminatoires, ben 500 plaintes au CRTC, ça fait changer les choses. Ça fait changer les choses. C'est plate, mais c'est ça qu'il faut aussi faire. C'est intéressant parce que je pense que pour plusieurs, on a l'impression que ne pas se plaindre est en fait un témoignage. Dans un sens, parce qu'on ne veut pas déranger ou on va assumer un mal contre nous, dans un sens. C'est quand même, je dirais peut-être contre-intuitif, jusqu'à un certain point, peut-être pour plusieurs évangéliques. Mais c'est là où moi je trouve l'exemple de Paul est vraiment un modèle, puis c'est le fun de finir en retournant aux Écritures. Mais à plusieurs reprises, Paul reçoit des injustices, subit des injustices de la part de l'État. Puis tu vois, chez Paul, son idée, c'est comme qu'est-ce qui permet l'avancement de l'Évangile? Qu'est-ce qui me permet d'annoncer l'Évangile? Malheur à moi si j'annonce pas l'Évangile. Fait que pour lui, c'est pas genre mes droits, c'est moi qui est au centre, c'est l'Évangile qui est au centre. Puis là, tu vas voir certaines situations où il va subir une injustice, puis il va accepter l'injustice. Il y a d'autres fois où il y a une injustice qui va arriver, qui s'apprête à avoir lieu, puis là, il avertit la personne. Il sort sa carte de citoyenneté. Puis il y a d'autres fois où il subit l'injustice, il se fait battre, puis après ça, il dit « vous était-il permis de traiter un citoyen romain de la sorte? » Puis là, les lecteurs sont comme « Oh zut! On est vraiment dans le trouble! » Tu sais? Fait que Paul est même capable de dire « Tu sais quoi, je vais les manger, les coups de bâton, mais je vais dire après ça. » Fait que c'est là où nous, faut avoir la même attitude. Jamais, après ça, il traite mal ceux qui... Même comme quand il est devant le Sanhédrin, il va traiter un de muraille blanchi, puis il va dire « Ah non, je savais pas que t'étais le souverain sacrificateur. » Donc, il y a moyen d'avoir cette attitude-là qui est patiente, dans le sens classique du terme, qui est capable d'endurer des injustices, des souffrances, qui bénit et qui ne maudit pas, comme Jésus à la croix, tu sais. Qui ne démonise pas l'adversaire. Souvent, en fait, l'adversaire est plus ignorant que haineux. Dans mon expérience, c'est comme les gens ont tellement une caricature du religieux qui a été comme transmise par la culture que quand ils rencontrent un religieux, un évangélique normal, ils sont agréablement surpris, puis capables d'entrer en dialogue. Donc, je pense qu'il faut saisir ces opportunités-là. Mais c'est la tâche de tout le monde. C'est vraiment la tâche de tout le monde. Jean-Christophe Jasmin, directeur des affaires externes au REC, merci beaucoup de ta présence. Si les gens veulent, je prends pour acquis que, réussir à faire tout ça, ça prend des fonds aussi. Est-ce qu'il y a une façon que le REC peut recevoir de l'aide de ceux qui sont peut-être interpellés, disent « Hey, on a une part là-dedans. » Écoute, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de demander justement un statut fédéral là-dessus. En ce moment, je pense que la manière la plus simple, c'est simplement de donner à votre dénomination, une des dénominations qui est dans le REC, puis juste de dire que c'est pour le réseau évangélique du Québec que vous voulez donner, puis que votre dénomination va transmettre les fonds au REC. Vous avez pu deviner, là, il y a moi, il y a une directrice d'affaires internes à temps partiel, il y a un président du REC à temps partiel. Juste au niveau des affaires externes, on pourrait être une équipe de 10 là, pour ces choses-là. La tâche est infinie. Mais en même temps, c'est ça la clé des évangéliques. Je pense qu'est-ce qui pourrait vraiment nous aider, puis ce qu'on cherche en ce moment, c'est que moi, je suis convaincu, c'est évident, c'est dans Éphésiens 4, mais c'est comme Dieu a donné des dons à son Église dans son corps. Tu sais.
Fait que si vous êtes juriste, si vous êtes fonctionnaire, si vous travaillez dans l'urbanisme, si vous travaillez dans des domaines qui sont à l'intersection de la foi, de la loi, de l'État, nous, ce qu'on crée, c'est qu'on crée des comités consultatifs où ce qu'on met ensemble, par exemple, des urbanistes, des juristes, puis on dit, OK, c'est quoi les enjeux, par exemple, pour ouvrir une nouvelle église au Québec? Comment est-ce qu'on peut simplifier? C'est quoi les préoccupations des fonctionnaires? Comment est-ce qu'on peut adresser ces choses-là? Fait que vraiment, en amener la sagesse, puis vos dons, qui sont souvent très spécifiques, autour de la table. Ça, là-dessus, vous pouvez communiquer avec nous là, directement sur le site du REC, puis ça va nous faire plaisir de vous recontacter. Et je pense que tu vas être à la conférence AVAD comme un Oui. des intervenants. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les notes seront, le lien sera dans les notes de podcast. C'est une conférence sur le travail, la foi. C'est une place pour rencontrer d'autres chrétiens aussi qui ont plein de travails différents. Donc, c'est une belle occasion. Il y a vraiment une belle brochette d'invités aussi. Alors, on s'y retrouve peut-être. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci, Jean-Sébastien. Et à une prochaine.